Bonjour à tous, bienvenue au téléstaff du mois d'avril. Aujourd'hui, on va parler des troubles du sommeil. Les troubles du sommeil, en France, par exemple, c'est 1 personne sur 5 qui est consacrée par les troubles du sommeil chroniques. Et quand on vieillit, les rythmes du sommeil évoluent avec l'âge et des pathologies du sommeil apparaissent comme les insomnies, l'apnée du sommeil ou le syndrome des jambes sans repos. Toutes ces pathologies, notre experte va pouvoir vous en parler. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir le docteur Nadège Limousin, qui est neurologue au CHU de Tours et qui va vous présenter le sujet. Vous pouvez poser vos questions grâce au chat et aussi, il y aura un temps dédié aux questions-réponses à la fin du téléstaff. Voilà pour l'introduction. Je vous laisse la parole, docteur Limousin. Je vous propose au départ de vous donner quelques notions sur le sommeil normal. Et ce qui est très important de comprendre chez le sujet âgé, c'est le vieillissement physiologique du sommeil, puisqu'il faut bien différencier ce qui est physiologique de ce qui est pathologique. Après, j'insisterai sur l'insomnie. Je vous dirai quelques mots sur le syndrome des jambes sans repos, les troubles du comportement, le sommeil paradoxal et le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, juste des petites notions sur le sommeil normal assez simples. Donc, le sommeil, c'est très important dans la vie puisque ça occupe 1/3 de notre vie. Ce sont des périodes qui sont récurrentes et réversibles. Au cours du sommeil, il existe 4 stades de sommeil. Il y a d'abord le sommeil léger stade 1, le stade 2, puis après c'est le sommeil profond stade 3 et le sommeil paradoxal. Et au cours de la nuit, en fait, ces stades de sommeil vont se succéder. Donc, en général, on fait d'abord du sommeil lent léger et du sommeil lent profond, mais ça peut arriver dans des ordres différents. Et en fait, un cycle de sommeil, ça va toujours être défini par l'apparition du sommeil paradoxal, qui est le stade du sommeil où on se souvient le plus de ses rêves. Vous savez, en fait, on rêve dans tous les stades, mais c'est surtout dans le sommeil paradoxal qu'on est le plus capable de raconter ses rêves. Donc, au cours de la nuit, on appelle ça un cycle de sommeil, un train de sommeil. Il va y avoir ces différents stades qui vont se succéder. En général, c'est 3 à 5 au cours de la nuit. Et il y a à chaque fois, à la fin d'un stade de sommeil, des micro-éveils dont on n'a pas forcément conscience. Donc, en fait, ces stades de sommeil, on les reconnaît quand on fait des enregistrements de sommeil. Ça, je vous en parlerai un petit peu après. Et on a des façons de les scorer en fonction de ce qu'on voit comme activité électrique cérébrale. Et en fait, ces stades de sommeil, ils vont avoir une répartition différente au cours de la nuit. C'est-à-dire qu'en début de nuit, je ne sais pas si vous voyez quand je bouge le curseur, on fait beaucoup de sommeil lent profond, en fait, qui est le sommeil qui est le plus récupérateur. Et puis en fin de nuit, vous voyez, on fait beaucoup de sommeil paradoxal. Le temps de sommeil paradoxal, en fait, il augmente au cours de la nuit, alors que le temps de sommeil lent profond, lui, il a plutôt tendance à diminuer au cours de la nuit. Et en fait, c'est pour ça que des fois, quand on se réveille assez tôt, on est en plein rêve parce qu'on peut vraiment se réveiller en sommeil paradoxal. Et les enfants, vous savez, eux, ils font beaucoup de sommeil lent profond parce que c'est vraiment un rôle important dans les apprentissages et dans la récupération. Et souvent, les petits, quand ils s'endorment, d'ailleurs, ils s'endorment très profondément parce qu'ils vont faire beaucoup de sommeil lent profond et c'est en début de nuit. Voilà. Donc, ça, c'était les premières notions sur le sommeil. Après, une autre notion qui est très importante, c'est les systèmes de régulation du sommeil qu'il faut que vous connaissiez. Il y a 2 systèmes. Le premier, le plus connu, c'est le système circadien, qui est représenté par la mélatonine. Le système circadien, il fait que certains moments dans la journée, de manière physiologique, vous allez avoir une propension, une envie de dormir. Donc, typiquement, après le repas du midi, ou vers cette heure-là en général d'ailleurs, et le soir quand vous allez vous coucher. Et ce système circadien, il va avoir vraiment ce niveau suprachiasmatique, au niveau central, il va y avoir c'est là où c'est le chef d'orchestre de ce système-là, parce que en fait, toutes les informations que vous allez donner à votre cerveau, c'est-à-dire par exemple le fait d'avoir des rythmes de repas réguliers, le fait de faire du sport, de mettre de la lumière, tout ça, ça va agir au niveau des noyaux suprachiasmatiques, qui est le chef d'orchestre du système circadien. Et lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va sécréter cette fameuse hormone qui est la mélatonine, qui a classiquement un pic de sécrétion vers minuit, 2 heures du matin. Et parallèlement, il va y avoir plusieurs hormones
qui vont être sécrétées selon un rythme qui va être régi par ce système circadien, notamment le cortisol. Vous savez qu'il y a un pic de sécrétion de cortisol le matin. Et la température du corps, elle, au contraire, quand on dort, en fait, elle va baisser. Et elle a d'ailleurs un rythme qui est inverse de la mélatonine. C'est-à-dire que quand vous dormez, la mélatonine, elle augmente, puis elle rediminue, et la température, elle baisse, et puis après, elle réaugmente. C'est pour ça qu'on dit que c'est bien de faire des douches un peu fraîches avant d'aller se coucher, parce qu'on a besoin plutôt que la température du corps, elle redescende. L'autre système de régulation, donc il y a le système circadien qui est régi par les informations que vous donnez à votre cerveau, qui est représenté par la mélatonine. Et l'autre système de régulation, c'est le système homéostatique. C'est assez simple à comprendre. Le sommeil, c'est un réservoir. Quand la journée, vous restez actif, vous videz votre réservoir de sommeil. Et le soir, vous créez une pression de sommeil, une envie de dormir, qui va rencontrer le système circadien et qui va vous permettre de dormir. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous faites des siestes prolongées la journée, vous remplissez votre réservoir de sommeil et vous vous privez de la pression homéostatique le soir pour dormir. C'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut pas faire de sieste prolongée la journée. Parce que c'est ces deux systèmes qui font qu'on arrive à bien dormir. Donc, voilà la deuxième notion que je voulais vous expliquer pour que vous compreniez bien les problèmes d'insomnie, en fait, des sujets qui dépendent beaucoup de ces systèmes de régulation. Voilà, ça c'est un exemple, c'est les schémas dont je vous ai parlé, hein, qui montrent que la mélatonine, elle augmente la nuit, alors que la température du corps, elle baisse. Et vous voyez, le cortisol, lui, il va avoir au contraire une augmentation au cours de la nuit. Alors, avec l'âge, la première évolution qu'on connaît, c'est la durée de sommeil. La durée de sommeil, vous savez que les nouveau-nés, ils dorment beaucoup, hein, ils peuvent dormir jusqu'à 17h, 14h. Et en fait, plus on vieillit, moins on a besoin de dormir. En sachant que, j'y reviendrai après, mais en réalité, il y a quand même peu de différence entre un sujet de 50 ans et un sujet de plus de 65 ans. Vous voyez, la diminution, elle se fait vraiment vers la vingtaine. On ne dort plus comme à 20 ans, hein, enfin, je pense que vous avez tous remarqué, mais après, il n'y a pas tellement de raisons que votre durée de sommeil, elle diminue drastiquement. Elle ne va pas énormément diminuer. Juste une petite notion, tous les ans, on a notre journée nationale sur le sommeil, la journée du sommeil. Donc, tous les ans, on envoie à peu près à 1000 personnes des questionnaires pour évaluer l'état du sommeil des Français. Et vous voyez, en 2025, pour que vous ayez quand même une notion du temps de sommeil des Français, les gens, hein, des personnes normales, elles déclarent dormir à peu près 7 heures en semaine et 7h38 le week-end. Donc ça, c'est bien d'avoir ces notions-là pour se rendre compte, parce que quand on voit quand même beaucoup de patients qui viennent pour somnolence et puis qu'en fait, qui dorment que 6 heures par nuit, vous pouvez déjà leur répondre, en fait, vous dormez moins que la moyenne des Français. Après, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des profils qui sont différents selon les individus. Donc, il y a eu quand même des gènes qui ont été identifiés. Donc, il y a des patients qui vont être petits dormeurs. Il y a des patients, ils ont de la chance, ils ont besoin que 4 à 6 heures de sommeil par nuit. Et en fait, pour savoir que c'est bien un petit dormeur, c'est que c'est des patients qui dorment peu et qui n'ont pas de répercussions la journée, qui sont en forme la journée. Puis, il y a des gens, ils ont moins de chance, ils sont longs dormeurs, ils ont besoin de plus de 10 heures de sommeil pour être en forme. On est dans le pathologique, hein, dans l'hypersomnie, quand on dort plus de 11 heures. Voilà. Après, il faut savoir que ce sont des données qui sont assez génétiques. Donc, souvent, il faut demander aux patients si dans la famille, il y a plutôt des petits dormeurs. Si vos 2 parents sont petits dormeurs, il y a pas mal de chances que vous aussi, vous soyez petits dormeurs. Ouais. Alors, le temps mis pour s'endormir, on considère en médecine du sommeil que c'est pathologique de s'endormir en plus d'une demi-heure. Et vous voyez, en fait, donc ça, c'est pareil, c'était une journée de sommeil en France, c'était sur les sujets âgés. Vous voyez que quand on a plus de 80 ans, en fait, on va mettre déjà en moyenne 20 minutes pour s'endormir. Donc là, on n'est pas non plus dans du pathologique. Au final, les données de sommeil, elles se modifient quand même avec l'âge. Je vais y revenir après. Juste une petite notion sur le rôle du sommeil. Donc le sommeil lent léger, il a surtout un rôle dans la relaxation. Donc ce sommeil lent léger, vous savez, c'est ce qu'on fait quand on fait des siestes. Il y a des patients, des gens qui arrivent à faire des siestes flash. C'est des siestes qui durent 5 minutes, c'est-à-dire qu'on ferme son bureau, on se met sur le fauteuil,
et on ferme tout autour de soi, on demande de ne pas être dérangé et là, on met un chrono 5 minutes, on se détend. Ça peut être très récupérateur et là, on va faire que du sommeil lent léger, hein, on ne va pas tomber en sommeil lent profond, mais il y a déjà quand même un effet bénéfique de ce sommeil-là. Le sommeil lent profond, c'est ce sommeil, hein, si vous êtes en train de dormir, si vous faites des gardes, vous êtes réveillé, vous êtes complètement perdu, c'est parce que là, vous êtes en sommeil lent profond, hein. C'est un rôle important dans la récupération, notamment, donc je vous dis, et dans la mémorisation, puisque les enfants font beaucoup de sommeil lent profond. Il y a un rôle dans la mémoire procédurale et dans la récupération physique, hein, quand on fait une activité physique intense. Le lendemain, on va faire beaucoup de sommeil lent profond, puisqu'il a ce rôle de récupération. Et puis après le sommeil paradoxal, hein, dont on a dit que c'est le stade de sommeil où on se rappelle le plus de ses rêves, hein. C'est-à-dire que si on réveille un patient en train de dormir en sommeil paradoxal et qu'on lui demande de quoi il rêve, c'est là où il va écrire le plus de mots. Il sera le plus à même de raconter son rêve et il fera des rêves les plus élaborés. Faites en sommeil lent profond, si on vous réveille en sommeil lent profond, vous pouvez être en train de rêver, mais en général, vous ferez des rêves bizarres qui ne seront pas trop élaborés, puis vous aurez du mal à les expliquer. Le sommeil paradoxal, il a un rôle très important dans la gestion des émotions, la mémorisation, hein. Il y a eu pas mal d'études comme ça, par exemple, où on voit que les enfants qui rêvent d'araignées la nuit beaucoup pendant le sommeil paradoxal, si la journée après ils sont confrontés à une araignée, ben, ils vont avoir moins peur que des enfants qui n'en ont pas rêvé. Donc c'est un rôle important, surtout dans la gestion des émotions. Et puis on sait très bien que quand on ne dort pas bien ou qu'on est privé de sommeil, eh ben, on est moins vigilant, on est moins attentif et il y a plus de problèmes de mémoire, on est plus somnolent et puis on a envie de dormir. Et le rôle dans la récupération, la mémorisation, comme je vous l'ai dit, le fait de faire un entraînement sportif et inhabituel, ça va augmenter le sommeil lent profond et ça a des rôles dans la récupération puisque quand vous êtes en dette de sommeil, votre corps, pour essayer de compenser la dette, il va augmenter le temps de sommeil lent profond. En aigu et en chronique, il va aussi augmenter le temps de sommeil paradoxal. Et le sommeil lent profond, on en voit surtout chez les enfants parce que c'est une période d'apprentissage maximale. Alors, quels sont les outils pour explorer le sommeil? On utilise beaucoup de questionnaires en sommeil, hein, notamment les questionnaires de somnolence, hein, qui sont importants pour la détection de troubles respiratoires nocturnes. Il existe des échelles de qualité de sommeil. Bon, c'est plus quand même, on peut les utiliser pour le suivi. Et ce qu'il faut vraiment détecter dans les consultes de sommeil, on y reviendra sur l'insomnie, c'est tout ce qui est dépression. Donc après, on n'est pas psychiatre, donc on fait vraiment des échelles assez simples où des fois on met vraiment le patient devant ses difficultés. C'est plus facile des fois d'aborder les troubles de l'humeur au travers d'une échelle quand on n'est pas très à l'aise. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez l'échelle de Beck, mais c'est assez brutal. On dit: «Est-ce que vous voulez mourir?» C'est vrai que si votre patient il a mis «oui», bon, après vous pouvez quand même aborder ce sujet puisqu'il y a quand même beaucoup de consultations de sommeil, en fait, qui sont des problèmes plutôt d'ordre anxio-dépressif. On utilise beaucoup l'agenda de sommeil. Donc c'est un agenda qu'on remet au patient, nous, en amont de nos consultations, où le patient doit écrire le lendemain matin. Donc c'est une échelle objective, hein, parce que sinon on n'arrive pas à dormir. On lui demande de mettre une flèche vers le bas au moment où il s'est couché et d'assurer les périodes où il a dormi et puis de laisser en blanc les périodes où il n'a pas dormi et puis après mettre une échelle vers le haut quand il s'est levé. Et s'il fait une sieste dans la journée, il doit l'indiquer aussi. Donc ça nous permet assez rapidement de voir si le patient il a une hygiène veille-sommeil régulière. Vous voyez, par exemple, ce patient-là, il ne va jamais se coucher à la même heure, il ne se lève pas à la même heure. Donc là, c'est déjà des choses qu'on peut corriger, qu'on peut traiter en tout cas pour des troubles du sommeil. On utilise également l'actimétrie. Donc en fait, c'est un système d'accélérométrie, c'est un peu comme les montres connectées si vous voulez, hein. D'ailleurs, les patients souvent ils viennent avec leur montre connectée, hein. Ça peut être utile pour vous aider à voir le rythme de votre patient à domicile. Donc le système d'accélérométrie, quand les patients bougent, c'est compté en éveil, quand ils ne bougent pas, c'est compté en sommeil. Et ça, souvent, on le couple à l'agenda de sommeil. Comme ça, on peut voir si il y a bien une corrélation entre ce que ressent le patient et puis ce qui se passe à la maison. Bon, ça reste vraiment un outil indirect, hein, parce que c'est sûr que si vous avez un patient déprimé qui reste au lit toute la journée,
vous avez l'impression qu'il a une hypersomnie alors qu'en fait, il est clinophile. Et puis après les examens, c'est la polygraphie ventilatoire qui permet de détecter les troubles respiratoires nocturnes essentiellement. Donc ça, c'est fait par beaucoup de médecins et des médecins généralistes, également par des pneumologues, par des ORL, il y a beaucoup de spécialités, hein, vraiment. Voilà, je l'ai remis après, c'est vraiment multidisciplinaire, hein, le sommeil. Nous, à Tours, c'est en neurologie, mais il y a d'autres services où c'est plutôt en pneumologie. Il y a pas de, donc il y a une FST maintenant sommeil qui existe, hein, il y a des médecins qui vont être spécialisés, mais jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment, c'est toutes les spécialités qui peuvent faire du sommeil. La polygraphie ventilatoire, c'est un examen qu'on arrive à avoir facilement. Voilà, le patient il vient, il met l'appareil chez lui, enfin sur lui, et le lendemain il le ramène au médecin qui l'a posé. Donc voilà, donc ça c'est vraiment un examen de première intention. Et la polysomnographie, donc ça c'est beaucoup plus compliqué parce que vous voyez ça c'est une polysomnographie dans notre service, donc il y a beaucoup plus de capteurs. Là on va étudier l'activité électrique du cerveau, contrairement à la polygraphie où on regarde que l'activité respiratoire. Cet examen, il est fait, il demande une infirmière dédiée puisqu'il y a une vidéo. C'est vraiment des examens de seconde intention qui sont coûteux et en général qui doivent être prescrits par un médecin du sommeil. Il ne faut pas adresser des patients directement pour une polysomnographie puisque c'est peu rentable si ce n'est pas réfléchi, hein. Ce qu'on va surtout chercher là, c'est des parasomnies, des mouvements périodiques la nuit dont on reparlera, enfin d'autres pathologies que l'apnée du sommeil. Après, l'apnée du sommeil à la maison, des fois, si les patients ils ont défait les capteurs, ce n'était pas rentable, donc ça arrive quand même qu'on demande une polysomnographie en seconde intention si on y croit beaucoup. Voilà, donc ça je vous ai dit, hein, il y a même les chirurgiens dentistes hein, qui font des enregistrements de sommeil puisqu'ils ont un traitement dans l'apnée du sommeil. Vous m'arrêtez s'il y a des questions. Donc maintenant, je vais vraiment parler du sujet âgé, hein, ce qui nous intéresse, mais il fallait que vous ayez quelques bases pour comprendre. Alors, quel est le vieillissement physiologique du sommeil? Qu'est-ce qui est normal de ce qui n'est pas normal? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vieillissant, c'est surtout la proportion des différents stades de sommeil qui va se modifier. Et c'est la répartition du sommeil au cours des 24 heures et pas la durée de sommeil. Vous voyez, en réalité, je vous dis, il y a à peu près une demi-heure de différence entre une demi-heure, une heure, entre 50 et 70 ans. Mais par contre, le sommeil va être réparti différemment au cours de la journée. Et en vieillissant, ce qui se passe, c'est que les systèmes de régulation, les systèmes circadiens et homéostatiques, ils vont être moins fonctionnels. Et c'est ça qui va amener à une modification du sommeil du sujet âgé. Donc, si on regarde l'hypnogramme, c'est ce qu'on obtient quand on fait un enregistrement de sommeil. C'est-à-dire que c'est un tableau en fait, qui va refléter la nuit du patient. Vous voyez, il y a les heures à laquelle l'enfant a dormi. Et puis après, c'est les différents stades de sommeil. Sommeil paradoxal en noir foncé, sommeil stade 1, stade 2, sommeil lent profond. Ce qu'on voit, c'est quand on regarde un nouveau-né, il va faire beaucoup de sommeil lent profond et vous voyez, il va faire beaucoup de stades de sommeil. En plus, il va faire des siestes. Après, un jeune adulte, déjà, il va faire moins de périodes de sommeil, hein, il va avoir ses cycles normaux. On y reviendra après, mais le jeune adulte, lui, il va avoir tendance en plus à se coucher plus tard et à se lever plus tard. Et puis maintenant, quand on regarde l'hypnogramme d'un sujet âgé, vous voyez, c'est plus du tout la même chose. Il y a de nombreux réveils nocturnes. Donc en haut, là, tout ce qui est trait comme ça, c'est des réveils nocturnes. Vous voyez, ils font c'est des moins beaux stades de sommeil. On voit d'emblée que tout d'un coup, il y a beaucoup moins de sommeil lent profond hein, par rapport à un sujet jeune. En fait, le sujet âgé, il va faire moins de sommeil lent profond et moins de sommeil paradoxal. En gros, il va avoir tendance à faire beaucoup de sommeil lent léger. Et le sommeil profond, il sera moins profond. C'est-à-dire que quand on regarde l'activité électrique cérébrale du sujet âgé, en fait, quand on dort en sommeil profond, on a des grandes ondes lentes, elles seront beaucoup moins amples chez le sujet âgé. Et le temps de sommeil paradoxal va également diminuer. Et c'est surtout vrai chez les hommes plus que chez les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Après, donc, ce qui se modifie également, c'est la répartition du sommeil. Et ça, c'est dû au fait que les systèmes de régulation de sommeil ils sont moins efficients.
Donc, ce que je vous ai dit, c'est que la durée de sommeil, elle se modifie fort peu entre 50 et 90 ans. Ce qui est différent, c'est que le sujet âgé, il va avoir un sommeil polyphasique. C'est-à-dire que vous savez que cette fameuse sieste début d'après-midi, hein, je vous ai dit, c'est le système circadien qui nous donne un peu ce coup de barre vers 15 heures en général. En fait, le sujet âgé, lui, il va vraiment tendance, plus qu'un sujet jeune, à avoir besoin de faire cette sieste. Et ce temps de sommeil qu'il va faire la journée aura des répercussions sur son sommeil de nuit. Et le sujet âgé, il aura une tendance à l'avance de phase. Donc ça, vous savez, hein, les patients âgés, ils ont tendance à s'endormir devant la télévision puis à se lever très tôt le matin. Mais ça, c'est parce que leur système circadien, il est moins fonctionnel que quand ils étaient plus jeunes. Évidemment, il y a une grande variabilité interindividuelle, hein, ça reste des généralités. Et comme dans toutes les pathologies du sujet âgé, il y a un rôle très important des comorbidités. Donc, il y a eu beaucoup d'études objectives sur le sommeil du sujet âgé qui ont vraiment montré que les éveils intrasommeil étaient plus nombreux, qu'il y avait plus de micro-éveils, qu'il y avait plus de changements de stade. Ils ont des stades qui sont vraiment moins fixes que les sujets plus jeunes. Et on a l'efficacité de sommeil qui diminue. Donc, l'efficacité de sommeil, c'est le temps où on dort divisé par le temps passé au lit. En gros, le sujet âgé, de manière physiologique, il va passer plus de temps dans le lit sans dormir. Et il mettra plus de temps à s'endormir. Donc, on n'est plus sur la demi-heure qui est pathologique pour s'endormir. Chez le sujet âgé, vous voyez, je vous ai dit 25 minutes, ça reste dans les normes. Donc, il y a eu des expériences de privation de sommeil chez les sujets âgés. Donc ça permet de tester l'efficience du système homéostatique, hein, ce que je vous ai dit, ce qui était le réservoir du sommeil. On voit qu'un sujet âgé, quand on le met en privation de sommeil, donc c'est ce schéma-là, vous voyez, là, c'est les sujets jeunes et là, c'est les sujets âgés. En fait, le sujet jeune, s'il ne dort pas, il fait une nuit blanche, le lendemain, il va énormément dormir et puis les 2-3 jours après, il va encore beaucoup dormir. Le sujet âgé, si on le prive de sommeil, il va un peu plus dormir la deuxième nuit, mais moins que le sujet jeune. Et puis les deux autres nuits suivantes, il va également un petit peu plus dormir, mais vraiment beaucoup moins que le sujet jeune. Donc on ne sait pas finalement si ce système de régulation homéostatique, il met plus de temps finalement à agir, que le sujet âgé, il va mettre plus de jours à récupérer une dette de sommeil. Ou si en plus le sujet âgé il a moins besoin de sommeil que le sujet jeune. Enfin, les deux raisons sont présentes. D'ailleurs, vous remarquez bien vous-même qu'en vieillissant, quand on fait une nuit blanche, on ne récupère pas comme quand on était jeune. Ça, c'est parce que votre système de régulation, il vieillit. Voilà. Le système, donc ça c'était pour le système homéostatique. Et après le système circadien, donc ce qui est représenté par la mélatonine, lui en fait il est aussi moins efficient le soir. Du coup, quand on est âgé, on a tendance à s'endormir devant la télé. Et il y a d'autres raisons également qui expliquent que ce système il est moins efficient. Notamment, c'est les médicaments. Parce qu'il faut savoir que les bêta-bloquants, notamment les bêta-bloquants, ils vont inhiber la sécrétion de mélatonine. Donc voilà, et en plus, la concentration de mélatonine, elle a tendance à baisser de manière physiologique chez le sujet âgé. Donc j'y reviendrai sûrement après, mais la mélatonine, c'est vraiment une hormone qui intervient également dans les processus de vieillissement. Elle a un rôle très important dans les processus de vieillissement. Il y a eu des études chez le rat. Bon, on ne peut pas les reproduire chez l'homme, mais je trouve ça quand même intéressant, qui ont montré que quand on donne de la mélatonine à des rats, ceux à qui on en a donné, ils vieillissent mieux, en meilleure santé, en meilleure forme que ceux à qui on n'en donne pas. Donc c'est quand même un médicament qui est très utile. Moi, j'utilise beaucoup, hein, on peut en reparler après sur l'insomnie du sujet âgé. Hein. Vous savez, il y a l'AMM du Circadin notamment, mais qui coûte assez cher, mais après c'est en vente libre. C'est un médicament qu'on peut tout à fait essayer, en tout cas, qui est efficient souvent chez les sujets âgés. Parce que en fait, ça marche pas trop chez le jeune insomniaque, mais chez le sujet âgé, c'est vrai qu'on a quand même des résultats. Et puis en plus, c'est assez safe, hein, parce que vous savez, la mélatonine qu'on donne comme ça en médicament, elle ne donne pas de rétrocontrôle négatif. Donc en fait, ça ne va pas baisser votre sécrétion de mélatonine endogène. Voilà. Donc voilà, en vieillissant, vu que la mélatonine elle est moins sécrétée, la température du corps elle va moins baisser également en vieillissant.
Vous savez, pour faire baisser la température du corps le soir, c'est de prendre une tisane par des effets de thermorégulation. Ça va baisser votre température corporelle. Donc la tisane, ça peut être un bon aussi signal pour s'endormir. Bon, il ne faut pas la prendre trop tard, parce que sinon on a envie de faire pipi. Voilà. Donc les variations circadiennes, le fait que ces systèmes physiologiques vieillissent, on le voit bien, puisqu'à l'adolescence, le jeune adulte, il va avoir tendance à se coucher tard, à se lever tard. Alors que le sujet âgé, lui, va avoir tendance à se coucher tôt et à se lever tôt. Voilà, donc ça, je ne redis pas de modification de la durée totale sur les 24 heures, mais c'est la distribution des périodes de sommeil qui va se modifier au cours de la journée. Le sujet âgé, il dort moins et il y a plus de siestes en vieillissant, en sachant que, évidemment, chez un patient insomniaque, il ne faut pas faire des siestes de 2 heures. Faites des siestes de 2 heures, bon, bah là, il risque de mal dormir, mais des siestes d'une demi-heure qui seraient physiologiques chez tout le monde, elles sont encore plus recommandées chez le sujet âgé. Donc, je continue. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre. Donc, maintenant, je vais vous parler des pathologies du sujet âgé et je vais essayer d'insister un peu sur l'insomnie, qui est quand même la pathologie qu'on voit plus. Nous, on a énormément de demandes en médecine du sommeil sur l'insomnie, puisque c'est très fréquent en France, comme ma collègue vous l'a dit à l'introduction. Donc, qu'est-ce que c'est que la définition d'une insomnie? Il faut en fait qu'il y ait au moins un trouble du sommeil, donc des difficultés d'endormissement. Donc, normalement, la définition, c'est de mettre plus d'une demi-heure à s'endormir, mais vous voyez, elle est moins vraie chez le sujet âgé. D'avoir des réveils nocturnes, donc avoir des réveils nocturnes, c'est au moins 2 à 3 réveils dans la nuit avec des difficultés pour s'endormir, c'est-à-dire mettre plus d'un quart d'heure pour s'endormir, puisque de se réveiller la nuit quand on a plus de 65 ans, c'est normal, même quand on a plus de 40 ans, c'est normal également. D'avoir un réveil trop précoce. Un réveil trop précoce, c'est défini par le fait de se réveiller 1 heure avant l'heure désirée du lever. Avoir une sensation de sommeil non réparateur. Il faut que ça survienne au moins 3 fois par semaine depuis au moins 1 mois. Et une notion très importante, c'est qu'il faut qu'il y ait des répercussions sur le fonctionnement diurne. Donc là, je vous réexplique ce que c'est que les difficultés d'endormissement, les troubles du maintien et le réveil trop précoce. Alors, quelles sont les répercussions? Donc, c'est très important de rechercher ces répercussions, puisque déjà, ça va vous orienter vers la prise en charge, vers certaines pathologies, et aussi, ça va vous permettre surtout de faire la différence entre un sommeil qui est physiologique, du sujet âgé, qui en fait, oui, il dort mal, mais la journée, il va bien, donc il n'y a pas de prise en charge particulière à proposer, ou de différencier un patient qui est petit dormeur, qui dort peu, mais qui n'a pas de répercussions de la journée. Donc là, on n'est pas non plus dans du pathologique. Bon, c'est pas facile parce que dans les répercussions, il y a fatigue, malaise, tout le monde est un peu fatigué. Les troubles de l'attention, de la concentration, les troubles du fonctionnement social, les troubles de l'humeur, la somnolence. Bon, la somnolence reste quand même un signe d'alerte, puisque un patient insomniaque, normalement, n'est pas somnolent. Voilà, il est fatigué, mais il n'est pas somnolent. Les réductions de la motivation, de l'énergie, de l'initiative, et puis des accidents et des erreurs, puisque ça a été montré dans des grosses cohortes de patients, qu'il y a plus d'accidents de la vie tous les jours chez les patients insomniaques. Alors, l'insomnie, elle concerne 40% des sujets de plus de 75 ans. Et la particularité chez les sujets âgés, c'est que c'est rarement une insomnie primaire, c'est souvent un symptôme. En fait, les plaintes de mauvais sommeil, elles vont augmenter après 60-65 ans, plus il y aura de comorbidité. Et bon, voilà, c'est comme ça, les plaintes, elles sont plus fréquentes chez les femmes. Donc, en fait, quelles sont les plaintes de sommeil qu'ont les patients? Donc, en premier, c'est vraiment les éveils nocturnes qui sont plus fréquents, ce qu'on appelle les troubles du maintien du sommeil et qui sont plus longs, plus d'une nuit par semaine, vous voyez, 29 à 60% des patients insomniaques. Des difficultés pour s'endormir ou des éveils matinaux précoces, ça reste moins fréquent. Sensation de sommeil non réparateur et les cauchemars qui peuvent être notamment liés aux médicaments. Donc, quelles sont les étiologies à rechercher chez le sujet âgé? Donc, il faut toujours évidemment rechercher des facteurs médicamenteux. Donc, tous les médicaments un peu excitants, les bêta-2 adrénergiques, les hormones thyroïdiennes, les corticoïdes, les bêta-bloquants, puisque ça inhibe la mélatonine,
ça peut favoriser ces problèmes de sommeil. L'utilisation d'hypnotiques, donc j'y reviens après, mais je peux vous en parler là. Hein. Le problème des hypnotiques, c'est que, donc je parle des Z-drogues, zolpidem, zopiclone et ces benzodiazépines apparentées. Ces médicaments-là, normalement, ils ont l'AMM que pour 4 semaines. Et en fait, quand vous les prenez au long cours, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, je pense. En fait, si vous le prenez, par exemple, pendant plus d'un mois, en fait, si vous l'arrêtez d'un coup, ça crée une insomnie de rebond. En fait, c'est un effet secondaire du traitement. Donc, l'utilisation d'hypnotiques au long cours, ça peut créer de l'insomnie. C'est ça qui est un peu particulier. Et d'ailleurs, ce n'est pas indiqué normalement au long cours, ces Z-drogues. Parce que quand on prend des cohortes de patients qui sont insomniaques sous hypnotique, plus des 3/4 restent insomniaques. Donc, vous voyez, c'est que ça ne fonctionne pas bien quand même. Et les hypnotiques, c'est très utile dans les épisodes d'insomnie aiguë, mais pas dans l'insomnie chronique. Bon, l'alcool, ça c'est bête, mais il faut quand même le chercher, parce qu'il y a quand même ce problème également chez les sujets âgés. Après, il y a les facteurs organiques généraux. Donc ça, c'est très compliqué. Les insomniaques sur des douloureux chroniques, là, il n'y a pas, malheureusement, à part la prise en charge de la douleur, c'est compliqué. Et un symptôme qu'on retrouve beaucoup dans l'insomnie du sujet âgé, c'est la dysurie, qu'il faut vraiment rechercher. Et ça, c'est vraiment particulier au sujet âgé. Et donc, on peut proposer un traitement approprié. Évidemment, il y a les problèmes respiratoires. On reparlera le syndrome de l'apnée du sommeil. Il y a ce qu'on appelle un COMISA. Le COMISA, c'est-à-dire c'est une insomnie associée à de l'apnée du sommeil. Ça veut dire qu'il faut que vous traitiez l'apnée du sommeil, mais en plus que vous traitiez l'insomnie. Il faut vraiment une coût de prise en charge. Après, les facteurs environnementaux, vous savez que les sujets âgés sont très sensibles aux modifications de l'environnement et du rituel du coucher. Ça, il faut vraiment essayer de ne pas maintenir les patients âgés en hospitalisation de manière prolongée. Les hospitalisations, ça peut vraiment perturber leur sommeil, l'institutionnalisation. Et puis, les erreurs d'hygiène de sommeil qu'on va vraiment traquer. Donc, quand on reçoit des patients pour insomnie, on va toujours refaire la journée du patient et puis regarder s'il ne fait pas des siestes trop longues, comme je disais, ça peut provoquer de l'insomnie. Le fait d'avoir pas d'activité physique régulière, l'exposition insuffisante à la lumière, puisque en fait, je ne l'ai peut-être pas bien expliqué, mais la lumière le matin, ça donne l'information à votre cerveau qu'il faut rester éveillé. Et le cerveau, quand il reçoit de la lumière le matin, il va inhiber la sécrétion de mélatonine. C'est ça qui va vous permettre d'être bien réveillé. Donc, c'est pareil, ce qu'on recherche beaucoup comme erreur de sommeil, c'est l'utilisation des écrans le soir. Donc, les écrans, c'est comme si vous étiez dehors en plein soleil. Vous ne donnez pas la bonne information à votre cerveau. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va inhiber la sécrétion de mélatonine et vous empêcher de dormir. Donc ça, c'est aussi fréquent chez le sujet jeune que chez le sujet âgé. Il faut vraiment traquer l'utilisation des écrans. Notamment, les sujets âgés, ils aiment bien faire le Photoshop avec les enfants, les petits-enfants. Et du coup, ça les empêche de dormir. J'en ai eu plein, donc c'est bête. C'est vraiment juste un petit conseil. Et donc, il faut aussi bien comprendre que lorsqu'on essaye de changer les habitudes de sommeil de quelqu'un, il faut attendre au moins un mois si vous voulez avoir un résultat. Ce n'est pas en le faisant une fois, une semaine, une journée, 2 jours, ça ne marchera pas. C'est un mois avant que la mélatonine elle se remette sur un autre rythme. Donc, les étiologies, c'est également la chronobiologie, le fait tout simplement que les systèmes vieillissent. Donc, si votre patient n'a pas de répercussions la journée, qu'il se réveille plein de fois par nuit, en fait, il faut lui dire que ce n'est pas grave, que c'est normal, c'est un vieillissement normal. Et puis, je vous avais dit, les facteurs psychiatriques, surtout la présentation chez les sujets âgés, elle est assez particulière. Il faut vraiment rechercher des dépressions, syndrome de glissement, anxiété, qui ne sont pas évidentes à retrouver chez le sujet âgé. Et puis après, dans les comorbidités, on a toutes les affections neurologiques. Dans la maladie de Parkinson, il y a une insomnie qui est fréquente, des crampes. Dans les démences, vous savez, il y a une inversion du cycle veille-sommeil. Ce sont des patients qui sont réveillés la nuit et qui dorment la journée. Les modifications hormonales, la ménopause classiquement, ou la périménopause, ça donne vraiment des problèmes de sommeil. Et des fois, des traitements hormonaux substitutifs, si c'est possible, peuvent améliorer les troubles du sommeil. Donc, la nicturie, on a dit déjà. Et puis, il y a ce qu'on voit beaucoup, c'est ce qu'on appelle l'insomnie psychophysiologique. En fait, vous avez un événement aigu qui vous stresse, je ne sais pas, le décès d'un proche. Vous n'arrivez pas à dormir pendant plusieurs nuits.
Et puis, finalement, la journée, vous acceptez ce décès, vous faites le deuil. Mais la nuit, ça fait plusieurs nuits que vous ne dormez pas, donc vous n'avez plus confiance dans votre sommeil. Et puis après, comme ça, vous rentrez dans le cercle chronique de l'insomnie en se disant toujours, il n'y a rien qui va parce que je ne dors pas. Vous voyez, des pertes de confiance dans le sommeil, se dire, ça y est, je ne dors pas, demain, je ne vais rien faire. Et donc, tout ça, c'est assez fréquent. Et donc, il n'y a pas d'étiologie dans ce cas-là. Enfin, l'étiologie, c'est ça, c'est l'insomnie psychophysiologique. Donc, quelles sont la prise en charge qu'on doit proposer? Ce qu'il faut retenir, c'est quand on a fait un diagnostic d'insomnie chronique, qu'on a identifié, qu'on a éliminé, donc il faut toujours éliminer un syndrome des jambes sans repos, dont je vais vous parler après, des troubles respiratoires nocturnes. Il faut éliminer évidemment certains médicaments qui peuvent provoquer l'insomnie et toutes les étiologies dont je vous ai parlé. Regardez s'il n'y a pas des comorbidités. Une fois que vous avez identifié le facteur causal, nous, on fait remplir un agenda de sommeil et on regarde quel est le rythme de notre patient, parce que la première chose, si vous voulez que votre système de régulation il fonctionne bien, ce qui est hyper important, c'est d'avoir un rythme veille-sommeil régulier. Ça, souvent, on n'a pas vraiment ce problème-là chez le sujet âgé, quand même, souvent, ils sont assez réguliers. Mais c'est quand même la base. Après, il faut vérifier que votre patient ne fait pas des siestes prolongées la journée. Et après, ce qui est important, c'est de voir qu'est-ce qu'il fait avant d'aller se coucher. Vérifier qu'il n'y ait pas d'utilisation d'écran. Donc, quand on ne dort pas bien, ce qu'il faut faire, c'est toujours une activité détendante en dehors du lit et aller se coucher que quand on a sommeil. Ça s'appelle la restriction du temps passé au lit. C'est-à-dire qu'un patient qui dort mal, on va plutôt lui conseiller de passer le moins de temps possible dans son lit sans dormir. Donc, pour ça, on va lui conseiller de faire une activité de détente avant le coucher, en dehors du lit. Donc, ce qui est le plus recommandé, c'est la lecture, mais ça peut être également d'écouter des podcasts. Après, on va lui dire de se coucher le plus tard possible. Si jamais il se réveille et qu'il sait qu'à chaque fois, ça va durer 1 heure, il faut qu'il se lève, qu'il retourne dans le salon et qu'il refasse une activité détendante. Et le matin, il doit se lever à heure fixe. Après, le sujet âgé insomniaque, on lui déconseille la sieste. Voilà. Et puis, on doit vérifier aussi que la journée, il sorte bien, que le matin, il s'expose à la lumière. Vous pouvez éventuellement faire une petite cure de mélatonine, c'est pas faire de mal, mais bon, il faut quand même rester sur un principe que normalement, c'est la prise en charge, elle est non médicamenteuse. Et puis, voilà, donc ça, je vous remis ça. On utilise aussi la photothérapie, donc, surtout en hiver, il y a beaucoup de dépression saisonnière et vous savez, dans les maisons de retraite, maintenant, ils mettent de la photothérapie parce que la photothérapie, ça va inhiber la sécrétion de mélatonine du matin et ça va permettre qu'elle soit mieux régulée. Donc ça peut être utile. On utilise des toutes luminettes qu'on met sur les lunettes, ou sinon il y a des lampes aussi qu'on peut poser. L'activité physique régulière, la bonne hygiène de sommeil, c'est vraiment des méthodes assez simples. Donc ça peut être fait par un psychologue qui fait de la thérapie cognitivo-comportementale. C'est très dur de trouver des correspondants dédiés au sommeil. Donc ce qu'on peut aussi utiliser, c'est des applications. Il y a l'application Canopé ou terrasomnia.com. Voilà. Donc, il faut éviter les hypnotiques. Je vois que le temps passe. Il y a un nouveau traitement qui est sorti, qui est le Quviviq. C'est du daridorexant. Donc, ça, c'est le seul médicament qui a l'AMM dans l'insomnie chronique. Ce médicament-là, il a été développé chez le patient narcoleptique. En fait, ce qu'ils ont montré dans les études, c'est qu'au bout de 3 mois, il n'y avait pas d'insomnie de rebond. Donc, des fois, je le prescris, mais je ne le mets que pour 3 mois, en attendant que les patients ils changent leur habitude de sommeil. Il faut quand même retenir qu'il ne faut pas rajouter un médicament pour le sommeil. Donc, je vous ai remis, je me presse un peu parce que je vois qu'il est 50. Je vous ai remis les recommandations de l'HAS. Les hypnotiques, c'est vraiment un problème, et particulièrement chez le sujet âgé, parce qu'ils ont un sommeil qui est plus fragmenté et les conséquences diurnes, elles sont plus marquées avec un ralentissement psychomoteur de ces médicaments qui vont être moins bien éliminés. Et en plus, souvent, il y a une polymédication. Du coup, ça pose problème avec ces hypnotiques. C'est vraiment des médicaments qui ont beaucoup d'effets neuraux et à éviter. Il faut essayer de les arrêter. C'est très compliqué de sevrer des patients en hypnotique, mais il y a une étude qui a montré que lorsqu'on utilise plus de 3 mois par an un hypnotique, une Z-drogue, c'est un facteur de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Donc, si vous dites ça à vos patients, je vais vous dire, ils veulent tous arrêter. Voilà. Donc, je me dépêche, je continue, ça va Je vous dis quelques mots. C'est bon?
Sur le syndrome des jambes sans repos, donc ça, c'est quand même un syndrome à connaître. Ça, c'est assez dur à diagnostiquer parce qu'il n'y a pas de marqueur. En fait, c'est vraiment un diagnostic qui est purement clinique. En fait, c'est des patients qui ont une nécessité intense de bouger les jambes qui survient essentiellement quand ils sont au coucher ou au repos, et c'est surtout le soir, et c'est soulagé par le mouvement. Donc, il faut que vous ayez les 4 symptômes pour dire que c'est un syndrome des jambes sans repos. En fait, c'est dur parce que des fois, ça touche quand même les bras, ça peut toucher qu'une jambe ou l'autre. Des fois, ça peut arriver un petit peu la journée. Donc, c'est pas toujours évident de faire le diagnostic. Ça, il faut quand même voir un médecin spécialisé. Enfin, les généralistes, ils arrivent très bien à faire aussi le diagnostic. Enfin, il faut qu'il y ait un médecin qui fasse le diagnostic. C'est assez fréquent, en fait. Vous voyez, c'est 8% de la population générale. Et juste pour vous montrer rapidement, en fait, ça, c'est une épidémiologie des jambes sans repos. Et vous voyez, ça augmente vraiment avec l'âge. Il y a un pic vers 70-79 ans, parce que ce syndrome des jambes sans repos, il a 2 formes. Il y a une forme primaire, c'est avant 45 ans, donc ça, c'est familial. Mais ce qu'on a chez le sujet âgé, c'est les formes secondaires. C'est beaucoup dû donc, ça peut être dû à une carence martiale. C'est moins ce qu'on voit chez le sujet âgé, mais il faut toujours, devant un syndrome des jambes sans repos, privilégier la supplémentation en fer. Et en fait, j'ai mis 50, mais ça a changé, c'est 75 quand la ferritinémie. Donc, la ferritinémie, c'est le reflet de votre stock de fer dans l'organisme des 3 derniers mois. Normalement, la norme, elle est entre 30 et 300. Mais quand vous êtes inférieur à 75, ce n'est pas 50, il faut proposer une supplémentation en fer pour traiter les jambes sans repos. Après, ça marche hyper bien. C'est vraiment ce qui est le plus recommandé. Les médicaments, en fait, tous les antidépresseurs, ils vont tous favoriser des jambes sans repos. Des fois, les patients qui sont sous antidépresseurs, ils dorment moins bien. Il faut penser à ce syndrome. Puis après, il y a ce qu'on voit beaucoup, c'est des maladies les neuropathies, également la polyarthrite rhumatoïde. En fait, la physiopathologie de ce syndrome, elle est complexe. Elle fait intervenir le fer. Je ne sais pas si je l'ai mis là, j'essaie d'avancer. Et en fait, il y a aussi un rôle au niveau de la moelle épinière. Donc, on voit beaucoup de patients, par exemple, qui ont été opérés d'un canal lombaire étroit ou d'une intervention médulaire qui vont développer par la suite des jambes sans repos. Et donc là, c'est vraiment une prise en charge particulière. Il faut penser à le rechercher à l'interrogatoire parce que les patients ne vont pas vous dire forcément qu'ils ont ce problème dans les jambes. Ils viennent pour une plainte d'insomnie. Donc nous, ce qu'on fait toujours passer devant le syndrome des jambes sans repos, on examine le patient, être sûr qu'il n'y ait pas de neuropathie. Il faut essayer de penser aux diagnostics différentiels qui sont l'insuffisance veineuse, ce genre de pathologie. Et en fait, on fait passer des questionnaires de sévérité qui évaluent si c'est vraiment très gênant. Enfin, c'est très subjectif. Si les patients sont très gênés la journée, s'ils dorment très mal. Et après, on fait, si l'item il est très sévère, là, on propose une prise en charge particulière. J'essaie d'avancer un peu. Donc, il faut toujours essayer de vérifier que le patient ait une bonne hygiène de sommeil, parce que les jambes sans repos, en fait, c'est favorisé, par exemple, par le vin blanc, le champagne. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est le sulfine, là. Il faut vérifier que votre patient ne consomme pas du tabac, qu'il ne fasse pas d'écran, parce que tout ce qui va favoriser l'insomnie, ça va favoriser les jambes sans repos. Et puis après, les traitements, c'est vraiment très débattu, puisque je pense que vous avez tous entendu parler du fait que dans cette pathologie, on donne des agonistes dopaminergiques, qui sont des médicaments qu'on donne dans la maladie de Parkinson également, mais ça n'a rien à voir avec la maladie de Parkinson. Ce sont des doses beaucoup plus faibles qu'on donne dans le syndrome des jambes sans repos. Mais il y a de nombreuses publications, notamment une publication américaine récente qui a montré que c'était vrai. Si on initiait d'emblée un agoniste dopaminergique à ces patients, ils risquaient par la suite de moins bien répondre au traitement. Et aussi, c'est des médicaments, c'est dangereux parce que ça peut donner ce qu'on appelle un syndrome d'augmentation. En fait, quand vous donnez là des agonistes dopaminergiques au début, vos patients, ils ont moins de symptômes. Après, vous continuez à augmenter les doses. En fait, ça ne change rien. Et si vous continuez encore à augmenter les doses, le patient s'aggrave. C'est-à-dire qu'il va avoir des symptômes dans les bras, ça va arriver plus tôt. Et en fait, c'est très compliqué de faire ce diagnostic de syndrome d'augmentation. Ça arrive de manière insidieuse et c'est très compliqué à traiter les patients quand ils sont en syndrome d'augmentation. Et puis aussi, ces médicaments-là, vous savez, il y a eu d'ailleurs des procès, puisque ça donne des troubles de contrôle des impulsions.
des patients qui développent une hypersexualité, où ils se mettent à avoir des jeux pathologiques. C'est assez fréquent, hein, j'en ai vu souvent. Donc vraiment, les agonistes dopaminergiques, de toute manière, il faut que ce soit normalement un neurologue ou un médecin spécialiste. Je vous déconseille fortement de prescrire, hein, s'il y a des médecins sans l'avis d'un neuro, parce que j'ai des patients chez qui ça a été prescrit assez rapidement. Moi-même, je n'en prescris vraiment que très peu, hein, parce qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. Donc, il faut vraiment rester sur le fer, à mon avis, en première intention. Puis après, on utilise plutôt les alpha-2 delta-ligands, que vous connaissez peut-être, le Neurontin et le Lyrica, qui sont des médicaments qu'on utilise dans les neuropathies également. Là, il n'y a pas de risque d'augmentation. Donc, si vous êtes un peu embêté, il vaut mieux prescrire ça et pas s'amuser à mettre des agonistes qui sont quand même très complexes à gérer par la suite. Et puis, surtout, les doses souvent prescrites ne sont pas les doses recommandées. Et malheureusement, ce syndrome d'augmentation, je l'ai vu chez des patients qui avaient des toutes petites doses, donc ça peut arriver vraiment à des doses des fois assez faibles. Voilà. Après, on peut donner des opioïdes, tout ça, mais ça à éviter chez le sujet âgé. Donc, juste ces patients-là, ils ont souvent des mouvements périodiques la nuit, c'est-à-dire qu'ils vont bouger les jambes toute la nuit. Donc ça peut vous aider aussi si vous avez le conjoint à côté, lui demander s'il bouge beaucoup le patient, ses jambes la nuit. Voilà, je vois qu'il ne reste que 4 minutes, donc je vais parler rapidement du trouble du comportement sommeil paradoxal. Donc en fait, le trouble du comportement sommeil paradoxal, ça c'est vraiment la parasomnie du sujet âgé. Une parasomnie, c'est tous les comportements que vous pouvez avoir anormaux dans la nuit. Donc ça, c'est un schéma, vous voyez, toutes les parasomnies. En fait, en fonction du stade de la nuit où ça apparaît, ça nous aide à savoir quel type de parasomnie c'est. En gros, vous voyez, tout ce qui est terreur nocturne, somnambulisme, ça, c'est une parasomnie du sommeil lent profond. Et vu que je vous ai dit que c'était en première partie de nuit, ce n'est pas des pathologies que vous allez rencontrer en fin de nuit. C'est vraiment au début de la nuit qu'on les voit. Les troubles du comportement en sommeil paradoxal, c'est pendant le sommeil paradoxal. Donc, ce ne sera jamais en début de nuit, en fait. Hein. Ce sera toujours deuxième, troisième partie de la nuit. Et en fait, c'est hyper intéressant, cette pathologie. Donc, souvent, de toute manière, quand il y a des patients qui crient la nuit, qui sont agités la nuit et qui ont plus de 50 ans, 60 ans, ça peut être que ça. Hein, parce qu'il n'y a pas 10 000... Alors, après, ça peut être de l'épilepsie, mais bon, c'est rare que c'est possible. Enfin, ça reste un diagnostic. Alors, je ne sais pas si ça va marcher, là, ma vidéo. Ça aurait été trop beau. Là, il faudrait que je change de truc. Là, je n'ai pas le temps. Ah, peut-être. Okay, là. Non. Je ne sais pas si ça bouge. Donc, voilà. Et vous voyez ou pas? Oui. Non, ça ne marche pas? Si, ça fonctionne. Très, très bien. Ah, d'accord. Donc, vous voyez, là, ce patient, on a l'impression qu'il s'est battu contre un personnage imaginaire. Et c'est ça, voilà, les troubles du comportement sommeil paradoxal. Donc, c'est des patients qui peuvent tomber du lit. J'en ai plein, mais bon, j'en ai mis qu'une. Hein. En fait, ils peuvent tomber du lit et ils peuvent aussi, j'en ai saccadé finalement, on a vu au début ça bougeait. Ça marche plus? Non, parce qu'après ça bouge plus parce que j'ai arrêté. Ouais, je vous le remontre hein, parce que c'est un truc bref. Donc vous voyez, c'est des patients qui peuvent cogner leur conjointe dans la nuit, qui peuvent essayer de les étouffer. Donc c'est souvent le conjoint hein, qui vient d'ailleurs, qui sollicite la consultation. En fait, ces troubles du comportement-là, ce qui est très intéressant, enfin bon, pas pour le patient, mais pour la science, on va dire, c'est que ça va précéder de 10 ans l'apparition d'une synucléopathie. En gros, il y a 80% des patients qui développent des troubles du comportement sommeil paradoxal qui vont développer par la suite une maladie de Parkinson ou apparentée type démence à corps de Lévy. Et donc, là, on est dans un stade très précoce de la maladie et on espère dans l'avenir pouvoir proposer des traitements dès ce stade-là. Bon, vous savez que pour l'instant, il n'y a pas de traitement, malheureusement, dans ces pathologies, mais il y a quand même des progrès, là, notamment, qui sont en train d'arriver sur ces pathologies. Donc, c'est vraiment un stade prodromal de la pathologie. Donc, quand on a des patients qui ont ça, le traitement, c'est vraiment de sécuriser le lieu de sommeil. Donc, on dit d'enlever les tables de chevet, de mettre un matelas par terre. C'est des patients qui peuvent se faire des luxations de hanches. Enfin, j'en ai vu pas mal comme ça. Voilà, ça, c'est le plus important. Et après, le traitement, on donne de la mélatonine à forte dose parce que, en fait, la mélatonine a un rôle de stabilisateur du sommeil paradoxal. Et puis après, sinon, c'est les benzodiazépines qu'on donne vraiment si les troubles du comportement sont très gênants, invalidants pour le patient. Mais les parasomnies du sujet âgé, c'est souvent ça. Bon, je vois qu'il est 15 heures. Le syndrome d'apnée du sommeil, je vous mets juste une diapo.
Donc, le syndrome d'apnée du sommeil, je pense que tout le monde connaît, hein. J'avais remis des images. Hein, ouais, ça, c'est ce qu'on enregistre quand on fait une apnée. Donc, ça, c'est le flux respiratoire avec les sangles. Bon, c'est des sangles thoraciques, abdominales. En fait, il n'y a plus du tout de flux. Les patients, ils arrêtent de respirer pendant 10 secondes. Donc, le syndrome d'apnée du sommeil, la particularité, c'est que chez les sujets jeunes, ils viennent souvent avec une somnolence. C'est des patients obèses, vous savez, qui sont somnolents. Le sujet âgé, c'est plus insidieux parce qu'en fait, ils peuvent venir avec une présentation de troubles mnésiques. Souvent, ils ont des troubles dits exécutifs qui apparaissent. Donc, des fois, c'est le CM2R, le Centre ressources mémoire, qui me demande de faire une recherche d'apnée du sommeil. Ça peut être vraiment plus compliqué à diagnostiquer. Voilà, c'est souvent quand même le conjoint qui nous aide à faire le diagnostic. Bon, j'avais mis plein de... Donc, c'est pas forcément... ça peut être évidemment des sujets obèses, hein, ça c'est classique, mais c'est pas forcément des sujets obèses. Ça peut être dû également à des faciès particuliers, hein, des patients qui ont des anomalies maxillofaciales ou juste une rétromandibulie ou qui ont des antécédents dans la famille, ou même une grosse lèvre, hein, une grosse langue. Et en fait, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Voilà. Donc, du coup, il faut savoir aussi le rechercher chez le sujet âgé. Et donc, les facteurs favorisants, c'est le tabagisme et évidemment les médicaments sédatifs, hein, qui peuvent favoriser les troubles du comportement. Et donc, on n'a pas le temps. Juste pour vous dire les traitements, vous savez, hein, pour le sujet âgé, enfin pas pour le sujet âgé, pour tout le monde, c'est une ventilation nocturne par pression positive qu'on met la nuit. Et après, en deuxième intention, il y a une orthèse d'avancée mandibulaire. Donc ça, c'est une orthèse qu'on met dans la bouche, comme un peu ce qu'on met pour les gens qui font du rugby, mais qui va avancer la mâchoire inférieure et qui va libérer les voies aériennes respiratoires. Et maintenant, il y a un nouveau traitement dans l'apnée du sommeil, qui est la stimulation du nerf hypoglosse. Donc, le sujet âgé peut en bénéficier. Après, à 90 ans, je ne pense pas qu'ils vont mettre ce traitement, mais c'est des nouveaux traitements qui arrivent, qu'on peut également proposer, en sachant que ce qu'on voit quand même souvent chez le sujet âgé, on trouve de l'apnée du sommeil, mais il y a souvent quand même une insomnie associée. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous traitez l'apnée du sommeil que vous allez forcément traiter l'insomnie, hein. Des fois, c'est deux pathologies différentes. Voilà, je vois qu'il est 15 heures, donc j'ai avancé très vite. Et voilà, j'ai fini si vous avez des questions. Merci beaucoup, docteur Limousin. Vous avez respecté le timing, c'est parfait, malgré nos petits couacs de début avec l'informatique. Je relais une question qui a été mise dans le chat, qui est quelle est la signification clinique des patients qui commencent par une phase de sommeil paradoxal? Alors, ça, c'est particulier, c'est chez les narcoleptiques, en fait, qui s'endorment en sommeil paradoxal. Donc ça, la narcolepsie, c'est une maladie qui arrive surtout à 15 ans et 35 ans. C'est ça, ce sont ces pics d'épidémiologie. Vous n'avez pas de narcolepsie qui démarre ça n'existe pas à 60, 70 ans. Après, ça peut être une narcolepsie like s'il a une autre pathologie, des encéphalites particulières qui peuvent donner ça. Mais voilà, vous ne le rencontrerez pas chez les sujets âgés, hein. On ne s'endort pas en sommeil paradoxal. Après, ça arrive qu'on s'endorme en sommeil paradoxal si jamais on travaille en 2-8 et qu'on est en dette chronique de sommeil. Et comme je vous ai dit que l'organisme, pour compenser, il augmente le sommeil paradoxal. Des fois, du coup, il y a tellement de sommeil paradoxal que oui, on peut s'endormir en sommeil paradoxal. Mais normalement, c'est le propre du narcoleptique. Voilà. Très bien. Ce n'est pas une pathologie du sujet âgé, hein. Parce que si vous avez un patient âgé somnolent, il ne faut pas que vous pensiez narcolepsie, hein. Il faut que vous pensiez syndrome d'apnée du sommeil, quoi. Je vous dis parce que on ne développe pas une narcolepsie. Je dis ça parce que des fois, j'ai des demandes pour ça. Ce n'est pas possible de devenir narcoleptique à 60 ans, hein. Ça n'existe pas, hein. Voilà. Très bien, merci. Alors, tous les micros sont ouverts, hein. Vous pouvez lever la main via le petit onglet sur Teams ou prendre la parole directement si vous le souhaitez pour poser une question. On a encore 2 petites minutes. Sachant que cette présentation vous sera envoyée par mail avec le compte-rendu dans quelques jours et que le replay sera disponible, hein, sur YouTube, pareil, à la fin de la semaine prochaine. Alors, j'ai une question sur la mélatonine. En fait, donc, je ne sais pas si en tant que médecin généraliste, vous pouvez le prescrire, mais pour les troubles du comportement sommeil paradoxal, ce qu'on prescrit, c'est jusqu'à 15 mg de mélatonine.
Vous voyez, ce n'est pas du tout les doses. Vous savez, en Ventolin, c'est 1,9 mg. Et en fait, nous, souvent, on prescrit 3 mg pour l'insomnie. Par exemple, un sujet âgé, ce qui est normal, vous pouvez essayer, hein, là, vous ne risquez rien. Vous pouvez prescrire 3 mg en préparation magistrale. Et là, pour les troubles du comportement SP, moi, je commence à 3 et toutes les semaines, j'augmente de 1 et je vais jusqu'à 15. Mais en fait, le problème, c'est que ça coûte cher et que des fois, les patients, ils ne sont pas observants. Donc, je le prescris, mais je pense que des fois, ça ne fonctionne pas parce que les gens ne le prennent pas, en fait. Ça leur coûte trop cher. Et après, le gold standard dans les troubles du comportement SP, c'est le Rivotril. De toute manière, il faut que ce soit un neuro qui le prescrive. Et après, c'est vrai que le rationnel de se dire, après, ils vont être déments de prescrire du Rivotril, c'est toujours pas facile parce que vous savez que c'est quand même des médicaments qui sont assez confusiogènes. Voilà. Merci. Il y a beaucoup de commentaires positifs, plein de pouces en l'air qui se lèvent. C'est une présentation très, très claire, visiblement. Merci beaucoup, Dr Limousin, pour cette présentation. Donc, tout vous sera envoyé par mail, comme je disais tout à l'heure. Et puis, le prochain téléstaff sera sur la prévention du suicide chez les personnes âgées avec l'intervention de l'équipe 3114, qui est une équipe régionale avec une présence sur l'Indre-et-Loire. Donc, on aura un psychiatre et puis la directrice du 3114 dans le 37. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup. Et puis, bonne fin de journée. Je vous dis à bientôt.